Dernièrement, nous avions défini des vecteurs avec ce qu'on appelle sa définition géométrique, c'est-à-dire que pour identifier clairement un vecteur, on donnait plusieurs informations, sa longueur, qu'on appelait aussi sa norme, son orientation, l'angle de la droite qui porte le vecteur avec la droite horizontale, et aussi son sens. On utilise notamment les repères nord, sud, est, ouest pour préciser le sens. Donc ça, c'était la définition géométrique d'un vecteur. Aujourd'hui, on va parler d'une autre définition pour ces mêmes objets que sont les vecteurs, qui sont les vecteurs algébriques. Donc, dans la pratique, ça veut dire que lorsque je vais définir un vecteur, désormais, j'aurai deux possibilités. Soit je donnerai sa définition de manière géométrique, soit je donnerai sa définition de manière algébrique. Donc, concentrons-nous aujourd'hui sur la définition algébrique des vecteurs. Eh bien, la définition algébrique des vecteurs consiste à regarder les composantes de ce vecteur dans l'axe dans lequel on se trouve. Donc, en fait, je vais regarder quel déplacement en x et quel déplacement en y entre le point de départ et le point d'arrivée, et ainsi on définit les composantes algébriques de notre vecteur. Regardons l'exemple suivant qui est ici à gauche. Donc là, j'ai le point A, je connais les coordonnées de 4, et le point B qui a pour coordonnées 7, 6. Si je vais de A vers B, ça définit le vecteur AB. Donc, on pourrait définir ce vecteur AB en calculant la longueur de ce vecteur, en calculant l'angle qui est ici, en précisant qu'il va dans la direction nord-est. Une autre manière, donc, c'est de le définir de manière algébriquement. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais définir que le vecteur AB, c'est exactement le vecteur. Donc, quel déplacement j'ai fait en x? Alors, là, je pourrais juste calculer. J'ai fait 1, 2, 3, 4, un déplacement de 5 en x, en allant vers la droite, donc du côté positif. Et en y, on est monté de 2, donc aussi 2 positifs. Donc, voici les composantes de ce vecteur. En fait, plutôt que de calculer ici les petits pas que j'ai fait en déplacement de x et en déplacement de y, j'aurais pu utiliser aussi les coordonnées des deux points qui définissent mon vecteur. En fait, le 5, à quoi elle correspond? J'ai fait exactement la distance entre 7 et 2, c'est-à-dire que j'ai fait 7 moins 2. Pour obtenir le 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé la distance entre le point d'arrivée et le point de départ, donc on a fait 6 moins 4. Eh bien, cette manière de procéder, ça va être la définition suivante qui nous permet de déterminer les composantes d'un vecteur, autrement dit, la définition algébrique du vecteur. Donc, si je me place en dimension 2, je regarde deux points, A qui aurait pour composante xa, ya, et B qui a pour composante xb, yb. Et bien dans ce cas-là, les composantes du vecteur AB, qui va bien de A vers B, sont xb moins xa en x et yb moins ya en y. Et ainsi, les composantes du vecteur AB, on peut les mettre entre parenthèses, le déplacement en x et le déplacement en y. Si on était en dimension 3, on pourrait généraliser absolument cette définition et on obtiendrait la définition ici écrite en bleu. Donc en dimension 3, maintenant mes points ont 3 coordonnées en x, y et en z. Même chose pour B. Donc dans ce cas-là, les composantes du vecteur AB, je regarde la différence des x, xb moins xa, virgule, yb moins ya, virgule, zb moins za. Donc voilà ici la manière algébrique de définir un vecteur. Faisons ici quelques calculs justement de vecteurs dans un exemple particulier. Donc là, j'ai 4 points A, B, C, D pour lesquels je connais les composantes. On est en dimension 2. Et on me demande de déterminer les coordonnées d'un nouveau point tel que le vecteur AB doit être égal au vecteur CP. Alors, première chose à faire, je vais déterminer les composantes du vecteur AB. Ensuite, je vais déterminer les composantes du vecteur CP et je vais regarder quand est-ce que ces deux vecteurs seront égaux. Donc, le vecteur AB, j'ai A ici, B ici, donc c'est de A vers B, donc je commence par B. 3 moins 1, 3 plus 1, 4.
5 moins 2, 3. Les composantes du vecteur CP, c'est donc, on arrive à P, donc je pars de P. Ici, évidemment, le point P, je ne le connais pas. C'est ici les XP, YP, c'est ce que je cherche à déterminer. Donc, on garde ceci dans notre expression. Donc, le vecteur CP, je pars de P ici, XP moins 3, donc ça fait plus, XP plus 3, et en Y, YP moins 4, donc YP plus 4. Maintenant, on me demande que ces deux vecteurs soient égaux. Donc, deux vecteurs sont égaux si les composantes en X sont égales et si les composantes en Y sont aussi égales. Donc là, on a un petit système très rapide à résoudre. On doit regarder quand est-ce que XP plus 3 est égal à 4 et quand est-ce que YP plus 4 est égal à 3. YP plus 4 est égal à 3. Donc, aucune difficulté ici. Donc, la composante X du point P, ça va être 4 moins 3, 1. Et la composante Y du point P, ça va être 3 moins 4, moins 1. Donc, le point P ici qui vérifie les conditions demandées, c'est le point de coordonnées 1, moins 1. On l'a une deuxième fois, l'exercice du même type ici à droite. Maintenant, je cherche les coordonnées d'un point Q tel que AB, on l'a déjà calculé, doit être égal au vecteur QD. Donc, on va calculer le vecteur QD. Donc, à présent, le point d'arrivée, c'est D. Donc, je commence par D. 6 moins XQ. Je ne connais pas la valeur de XQ, c'est ce que je cherche à déterminer. Et en Y, on va voir 1 moins YQ. De nouveau, on veut que le vecteur AB soit égal au vecteur XD. Donc, on veut que 6 moins XQ soit égal à 4. 6 moins XQ doit être égal à 4. Et 1 moins YQ doit être égal à 3. 1 moins YQ doit être égal à 3. Donc, on peut isoler ici. Donc, je vais mettre XQ à droite. Donc, XQ va être 6 moins 4, c'est-à-dire 2. Et YQ va valoir 1 moins 3, 1 moins 3, moins 2. Donc, les coordonnées du point Q sont 2 et moins 2. Donc, voilà un petit exemple où on a calculé les composantes de plusieurs vecteurs et on a regardé quand est-ce que deux vecteurs étaient égaux, donc si les composantes sont égales 2 à 2. On a des vecteurs particuliers qui sont, entre autres, les mêmes vecteurs que l'on avait vus lorsqu'on les avait définis de manière algébrique. Donc, on peut se demander, c'est quoi les composantes du vecteur nul? Donc, le vecteur nul, c'est le vecteur qui ne bouge pas, le vecteur qui a une longueur de 0. Autrement dit, on pourrait le voir comme simplement un point. Donc, en dimension 2, comment j'écris un vecteur qui ne bouge pas? Son déplacement en x, c'est 0, et son déplacement en y, c'est 0. Donc, le vecteur ici, 0, 0. Donc, pour bien préciser que c'est un 0, je peux mettre un vecteur, je peux mettre une flèche par-dessus. Ceci, c'est le vecteur nul de dimension 2. En dimension 3, eh bien, je rajouterai une composante comme la hauteur. Et donc, le vecteur nul en dimension 3 s'écrit simplement le vecteur 0, 0, 0 qui précise qu'on n'a aucun déplacement dans quelque direction que ce soit. Donc ça, ce sont les vecteurs nuls. Ensuite, on a ce qu'on appelle des vecteurs canoniques. Les vecteurs canoniques, on va les appeler I et J en dimension 2. Alors, en dimension 2, qu'est-ce que c'est les vecteurs canoniques? C'est les vecteurs de longueur 1 sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc, ça veut dire que ceci, c'est mon vecteur canonique sur X et je l'appelle petit i. Et ça, en hauteur, celui qui est sur l'axe des Y de dimension 1, c'est mon vecteur que je vais noter petit j. Alors, quelles sont les composantes de ces vecteurs? Pour faire le vecteur i, le déplacement en x, on fait un déplacement de 1. Et en y, il n'y a aucun déplacement. Le déplacement est nul en y, donc i a pour composante 0. Le vecteur j,
Le vecteur J, en X, c'est l'inverse ici. En X, on n'a pas de déplacement. Et en Y, le déplacement vaut 1. D'accord? Donc voilà les vecteurs canoniques. Vous voyez ça comme une définition. Les vecteurs canoniques, ce sont les vecteurs de longueur 1 et qui sont situés sur les axes principaux, donc ici en dimension 2, sur les axes X et Y. En dimension 3, les vecteurs canoniques, on les appelle toujours I, J et K, sauf que maintenant, évidemment, je dois avoir 3 composantes pour les vecteurs. Donc, en dimension 3, le vecteur I, quelles sont ses composantes? Eh bien, le vecteur I va être le vecteur sur l'axe des X, donc ça va être 1 sur l'axe des X et on ne bouge pas ni en Y ni en Z. Le vecteur J, ça va être la composante sur l'axe des Y, donc en X, aucun déplacement, en Y, une longueur de 1, et en Z, aucun déplacement. Et le dernier vecteur canonique K, il va avoir pour composante 0, 0, aucun déplacement sur X ni sur Y, mais on se déplace simplement en hauteur. Donc voilà la définition dans R2 et dans R3 des vecteurs canoniques. On verra après, quand on a plus que 3 dimensions, ou même 3 dimensions, des fois on peut noter différemment ces vecteurs I, J et K, et on peut les noter simplement E indice 1 et E indice 2 en dimension 2, et en dimension 3, ben on les indice E indice 1, E indice 2 et E indice 3. Cette notation de E avec des indices peut être intéressante, notamment lorsque je vais être en dimension supérieure à 3. Donc, si j'étais en dimension 5, ben, ça me définirait 5 vecteurs canoniques, E1, E2, E3, E4 et E5. Et comment on les construit, ces vecteurs? Regardez, donc en dimension 2, chaque vecteur doit avoir 2 composantes. Et quand je regarde E1, la seule valeur non nulle, c'est celle qui est en première coordonnée. Et le vecteur E2, c'est celle dont la composante non nulle est en deuxième coordonnée. C'était le même comportement en dimension 3. Si je regarde E1, la seule composante non nulle, c'est celle qui est en première position. E2, c'est le vecteur dont la composante non nulle est en deuxième position et E3 en troisième position. Si je suis en dimension 5, E1 va avoir 5 composantes. Une première, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Donc quand je définis les E, c'est toujours mes vecteurs canoniques, j'ai que des zéros et j'ai un 1 à une seule position, la même que l'indice. Donc en E1, ça va être 1, 0, 0, 0, 0. Si je voudrais écrire par exemple E4, donc je suis en dimension 5, donc 5 composantes, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est la quatrième qui va être non nulle. Donc la première, c'est 0, la deuxième, la troisième. La quatrième vaut 1 et la cinquième composante vaut 0. Donc les vecteurs canoniques, vous pouvez toujours les dénoter par IJ ou IJK en dimension 2 ou 3, ou bien par les lettres E avec un petit indice, E1, E2 jusqu'à E3. Et plus on augmente la dimension, bah, ça vous donne autant de vecteurs canoniques. D'accord. Les vecteurs opposés. Par exemple, si je connais les composantes d'un vecteur U, quelles seraient les composantes de son vecteur opposé? Eh bien, rappelez-vous, on a vu que si j'ai un vecteur U, son vecteur opposé, on a déjà vu précédemment qu'on pouvait le dénoter par moins U. Okay? Donc ici, si U a pour composé de manière générale U1, U2, eh bien son vecteur opposé, ça va être moins le vecteur U1, U2. Donc, avec les propriétés des vecteurs dont on a déjà discuté, on pourrait rentrer le 1 dans les composantes. Donc, ça me donne moins U1, moins U2. Donc ici, c'est super. Si j'ai un vecteur U qui est le vecteur 1, 2, bah son vecteur opposé, moins U, ça va être le vecteur moins 1, moins 2.